Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, présente Livrez-vous. Bonjour et bienvenue sur cette version confinée de Livrez-vous, votre émission littéraire sur Public Sénat. Alors c'est un peu la version livre de poche chez vous, mais comme vous le savez, c'est dans le livre de poche que l'on trouve certains des meilleurs classiques. Et aujourd'hui, nous avons décidé d'évoquer ces médecins d'hier et d'aujourd'hui qui écrivent. Comment évoquent-ils la maladie? Quel rapport ont-ils avec leur passion? Pour en parler, je vous présente mes trois invités. Tout d'abord, Sophie Talmen, bonjour. Vous êtes romancière, une romancière à succès. On vous doit notamment Va où le vent te berce chez Albin Michel. Et vous êtes médecin, mais chef de service en neurologie à l'hôpital de Lorient. À côté de vous, Martin Winkler, bonjour. Vous aussi, vous êtes médecin et romancier. On vous a notamment connu par La maladie de Saxe, qui a obtenu le prix du livre interne, mais on vous doit beaucoup d'autres excellents romans. Et on vous doit L'école des savantes, ou bien encore Le cœur des femmes, tous chez OL. Et puis enfin, un immense acteur qui nous fait l'amitié d'être avec nous, André Dussolier, bonjour. Bonjour. Alors, on ne vous voit pas, mais on vous entend. Vous êtes au téléphone avec nous au confinement oblige et vous venez d'enregistrer une superbe lecture, une adaptation d'un écrit de Céline, qui n'était d'ailleurs pas encore Céline, mais étudiant en médecine à l'époque. C'était en 1924. La vie est neuve de Philippe Ignace Semmelweis. Le livre est aux éditions Gallimard et le podcast, cet enregistrement, cette lecture se trouve sur le site de France Culture, franceculture.fr. Sophie Talmen, tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer comment l'écrivain que vous êtes est devenu médecin ou bien comment le médecin est devenu romancier? Donc moi, j'écris depuis toujours, depuis que je suis toute petite, sous forme de poèmes. Je lis aussi beaucoup. Et au lycée, deux voies s'ouvraient à moi, soit une voie littéraire, soit une voie médicale, parce que je viens d'une famille de médecins. Tout le monde est médecin autour de moi. Vous vouliez notamment à la fois médecin et écrivain. Oui, j'ai toujours regardé, même en fac de médecine, Martin, je ne sais pas si vous vous rappelez, à la fac de Rennes, on a monté une petite troupe de théâtre d'amateurs et on a voulu monter le livre de Martin Winkler, La maladie de Saxe. Vous étiez dedans? Et donc, oui, et Martin, du coup, on vous avait contacté, vous nous avez fait la joie de venir assister à notre pièce de théâtre. C'était merveilleux. Moi, j'ai un souvenir éblouissant de cette représentation. J'en tremble encore. Enfin. Et c'est vrai que le livre La maladie de Saxe, je me suis dit, et effectivement, la médecine peut nourrir l'écriture. Et finalement, la médecine nous donne un regard sur la vie différent. Et ça m'a donné envie de me nourrir aussi de mon métier, de mon futur métier de médecin à l'époque, pour écrire. Voilà. Mais alors, Martin Winkler, expliquez-nous, vous aussi, parce que votre maladie de Saxe, le livre qui vous a probablement fait connaître, c'est la vie de Bruno Saxe, qui s'inspire de votre expérience de médecin de campagne à jouer l'abbé dans la Sarthe. Comment, en fait, là aussi, est-ce que vous étiez d'abord médecin, puis vous êtes devenu écrivain? Comment ça s'est passé? C'est très semblable à ce que Sophie Talmen raconte, parce que moi, mon père était médecin. C'était le premier de la famille, et c'est probablement le dernier, mais enfin, je ne pouvais pas y échapper. Et il était médecin de campagne dans une petite ville. Et je voulais être... c'était un homme bon, alors je voulais être un homme bon, donc je me suis dit, je vais devenir médecin. S'il avait été pompier, j'aurais été pompier. Et j'écrivais aussi, comme Sophie, j'écrivais depuis, je sais pas, à l'âge de 12 ans, 11 ans, 12 ans, je racontais des histoires, j'écrivais des chansons, etc. Donc, pour moi, ça a toujours été simultané. J'ai utilisé l'écriture pendant toutes mes études de médecine, soit pour, je tenais un journal, soit pour essayer de digérer ce que je vivais, qui étaient des expériences qui n'étaient pas toujours faciles. Ensuite, je suis allé, dès le début de mon installation, je suis allé travailler dans une revue qui s'appelle La Revue Prescrire,
Ensuite, bon, donc j'ai toujours mené les deux activités de front sans me poser vraiment la question de savoir s'il y en avait une des deux qui était plus importante que l'autre. Je viens juste de sortir d'un entretien avec une journaliste où elle me dit, bon, depuis 10 ans, 11 ans, je vis au Canada, mais je n'exerce pas au Canada. Elle me dit, est-ce que ça vous manque pas? Je dis, mais je pense que écrire et transmettre l'information et transmettre des expériences, c'est aussi important que de soigner parce que pour libérer les gens, pour leur permettre de choisir ce qu'ils veulent faire de leur vie, il faut aussi leur donner des informations. Il ne faut pas seulement leur donner des médicaments, il ne faut pas seulement réparer leur jambe si elle est cassée, il faut aussi leur donner des informations sur comment se rééduquer, par exemple, s'ils ont cassé leur jambe, ou comment utiliser leur contraception si ce sont des femmes et qu'elles ne veulent pas être enceintes. Donc les deux, pour moi, les deux vont de pair et ont toujours été de pair. Puis n'oubliez pas, quand on est médecin, on passe son temps à lire et à écrire. Oui, c'est vrai. Quand on fait des études de médecine, on lit tout le temps, on prend des notes, on relit ces notes, on les transmet, etc. C'est deux activités qui vont de pair tout le temps pendant la formation. Bon. Alors après, est-ce qu'on en fait une activité professionnelle? Certains le font, d'autres pas, mais ça va ensemble. André Dussolier, d'après les indiscrétions qu'on m'a faites, c'est vraiment vous qui vouliez adapter ce texte de Céline consacré à Semmelweis. Il faut que vous nous expliquiez pourquoi et puis que vous nous disiez qui était Semmelweis et pourquoi cet homme comptait tant pour Céline. Alors oui, Semmelweis, c'est un personnage qui m'a toujours fasciné, que le pauvre a découvert 50 ans avant Pasteur. Je dis le pauvre parce qu'il a eu un destin tragique. Il a découvert le microbe, enfin l'infection microbienne, et donc c'était en 1846, il était dans une clinique, une maternité, et donc il a vu que les étudiants qui accouchaient les femmes enceintes, comme ils venaient de disséquer les cadavres, c'est eux qui infectaient les femmes enceintes, il y avait une forte mortalité de 30% à peu près à cette époque-là. Et donc, il a instauré une obligation de se laver les mains, simplement, c'était la première, mais il a eu beaucoup d'opposition, de résistance de la part de médecins qui voyaient en lui quelqu'un qui allait mettre à mal toute la marche de leur clinique, et voilà. Donc du coup, il est allé très très loin en voulant démontrer, prouver ce qu'il avait découvert, et il n'a jamais eu d'écho, que ce soit en Autriche, que ce soit en Hongrie ou que ce soit même dans le monde entier, puisque beaucoup de médecins d'époque ont essayé de défendre sa thèse. Et voilà, j'étais toujours fasciné par ce qu'en avait écrit Céline, qui lui-même a été médecin et qui en a fait sa thèse. Il l'a défendue en 1924, il avait 30 ans, et il a écrit cette histoire de Semmelweis. Il s'était toujours identifié à Semmelweis, puisque pour Céline, la médecine devait être celle des pauvres, et Semmelweis, c'était vraiment un personnage qui le fascinait. Et je comprends qu'il soit fascinant parce qu'il est allé jusqu'au bout, puisqu'il est mort de sa découverte. Ce que je vous propose, André Dussolier, c'est d'écouter André Dussolier. On a pris un extrait de ce magnifique texte que vous lisez dans une lecture admirable. On en écoute un extrait et l'ensemble se trouve sur le site de France Culture. C'est un podcast que l'on peut évidemment télécharger. On en écoute un extrait. Semmelweis entretint Klein dès son arrivée à la clinique de la mesure de propreté qu'il voulait faire prendre par les étudiants. Et il lui demanda aussi de s'y soumettre personnellement. En quels termes la proposition fut-elle faite? Évidemment, Klein demanda une explication de ce lavage préalable qui lui parut a priori tout à fait ridicule. Sans doute songea-t-il même à une vexation. Semmelweis, d'autre part, était bien incapable de lui fournir une réponse plausible ou une théorie convenable, puisqu'il voulait tenter le hasard. Klein refusa. Semmelweis, énervé par tant de veillées épuisantes, s'emporta, oubliant le respect qu'il devait, malgré tout, au plus mauvais de ses maîtres. Certes, l'occasion était trop belle pour que Klein ne s'en saisit pas le lendemain, 20 octobre 1846. Semmelweis fut brutalement révoqué. André Dussolier, pourquoi avoir choisi d'adapter ce texte, pourquoi avoir choisi ces moments particuliers dans cette thèse, car c'est la thèse de médecine de Céline. Alors Céline n'était pas encore Céline, il y avait
des éléments polémiques qu'on va retrouver par la suite, mais il y avait déjà tout le talent de Céline dans ce texte. Oui, il s'était identifié à ce personnage et c'est vrai qu'il y avait déjà tout le talent de Céline, quoi. Et c'est vraiment, on peut considérer que c'est sa première œuvre littéraire. Mais ce personnage, évidemment, moi, quand j'ai assisté au premier moment où on a vu les médecins à la télévision s'affronter, et s'affronter toujours d'ailleurs encore maintenant, mais donc du coup, ça m'a fait penser à l'histoire de Semmelweis, qui a toujours eu un destin tragique. On peut même dire que bon, la fin, quand on a écrit Céline, est un peu contestée par les Hongrois eux-mêmes, puisque Semmelweis était d'abord hongrois et il est allé ensuite en Autriche, à Vienne, exercer, faire ses études de médecine, mais la fin est un peu contestée parce que elle est un peu shakespearienne, un peu tragique, etc. Puisque Semmelweis, dans un excès de folie, va tout d'un coup à la clinique et tout d'un coup il prend un scalpel, et il voit un cadavre qui est là et il déchire les chairs et puis il s'entaille la main. Et il va mourir de cette entaille qui va devenir, qui va s'infecter, et c'est la raison contre laquelle il s'est toujours battu, le microbe. Il va en mourir lui-même. C'est pour ça que je disais qu'il a ce destin tragique. Mais voilà, j'ai voulu un petit peu reprendre le texte de Céline, que j'ai conservé tel quel, mais peut-être qu'il y a tout l'aspect littéraire à certains moments. J'ai voulu raconter surtout les faits, quoi. Voilà, ce qui se passait vraiment, quelle était l'histoire de Semmelweis. Mais qu'est-ce qui vous aimante dans ce texte? Est-ce que c'est l'humanisme, avec à la fois un humanisme désespéré, parce que ça montre quelqu'un qui va jusqu'au bout pour quelque chose qui est une vraie découverte, il faut se laver les mains avant de se livrer à un accouchement, mais c'est aussi quelqu'un qui n'est pas cru par son époque, qui est rejeté, qui va devenir fou. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup en ce moment cet affrontement entre médecins, etc. Les médecins peuvent avoir des intuitions qui peuvent s'avérer être bonnes et justes, mais il faut toujours qu'il y ait l'approbation du corps médical tout entier. Alors on voit bien cette espèce de la science à son temps qui n'est pas celui de celui qui peut avoir une intuition. L'intuition de Semmelweis était vraiment très juste, très bonne, et elle s'est avérée, vraiment très efficace, puisque les taux de mortalité ont baissé énormément à ce moment-là. Mais personne, il s'est heurté aussi, pour dire qu'il avait un caractère assez rude, assez violent, et le passage en a montré un échantillon, mais c'est surtout qu'il s'est heurté, c'est bien beau de découvrir quelque chose, mais faut-il encore le faire avec peut-être la diplomatie? Je pense que Pasteur avait peut-être un peu, on disait que de Pasteur qu'il avait un esprit de synthèse plus grand, et que peut-être il avait aussi, il savait entourer le fond de la forme aussi, il savait y mettre les formes. Peut-être c'est ça qui faisait qu'on l'écoutait davantage. Semmelweis avait été tellement convaincu qu'il en était devenu passionnel, quoi, et passionné, et du coup il irritait tout le monde. Et donc je pense qu'on l'a vraiment sous-estimé. On a moins écouté sa théorie à cause du caractère qu'il avait. On va demander l'avis de nos deux médecins. Martin Winkler, dans le cœur des femmes, c'est à la fois un roman médical, mais c'est aussi un roman médical consacré à la médecine des femmes. Et Semmelweis est quelqu'un qui va aider les femmes à accoucher sans être atteintes par la fièvre puerpérale. Ce qui est intéressant dans la médecine, c'est qu'on peut avoir deux attitudes. On peut avoir une attitude de pouvoir, c'est-à-dire de dire moi je suis un grand médecin, voilà comment je décide. Et puis on peut avoir une attitude soignante qui consiste à dire ma préoccupation, c'est de faire en sorte que les gens dont je m'occupe aillent mieux qu'avant que je m'en occupe. Et pour faire ça, il faut écouter ce que ces personnes-là disent, regarder ce que ces personnes-là vivent. Et le grand intérêt de Semmelweis, c'est qu'il a un regard qui est un regard qui n'est pas le regard médical. Il ne regarde pas les normes. On fait des dissections anatomiques et puis ensuite on va examiner les femmes. Il se dit, mais quelles sont les conséquences de ces comportements? Et puis, il a une association d'idées qui est, attends, on a plongé les mains dans un cadavre et ensuite on va mettre les mains sur des femmes enceintes. Et il faut savoir qu'à l'époque, les médecins faisaient les examens gynécologiques avec leurs gants de ville. Leurs gants. Et ils faisaient les dissections anatomiques et ensuite ils allaient faire les examens gynécologiques avec les mêmes gants parce qu'ils ne voulaient pas se salir les mains. Et du coup, ils passaient les microbes des cadavres aux femmes. Et c'est ça que Semmelweis dit. Attends, il y a quelque chose là.
Et il remarque que quand on fait enlever leurs gants aux étudiants et qu'on leur fait laver les mains, eh ben effectivement, les femmes, et il continue à les examiner, mais là, avec les mains non gantées et lavées, il constate que les infections sont moins fréquentes. Il n'y a pas de microbes de conception de la microbiologie à l'époque. Hein. Il faudra effectivement qu'il y ait un certain nombre de gens, dont Pasteur 20 ou 30 ans plus tard, qui disent il y a peut-être quelque chose qui véhicule ça, c'est les bactéries, c'est les microbes. Je voudrais ajouter aussi que Pasteur, à l'époque où il conçoit ses vaccins et il conçoit la théorie pasteurienne, il n'est pas cru non plus parce qu'il n'est pas médecin. C'est-à-dire que l'institution médicale dit « Ouais, mais monsieur Pasteur, vous n'êtes pas médecin ». C'est pour ça qu'il est obligé de vacciner lui-même, parce que les médecins ne veulent pas le faire, de vacciner ce petit enfant dont j'oublie le nom contre le Münster, contre la rage, parce que personne ne veut le faire. Donc, la résistance que rencontre Semmelweis en Autriche, elle est encore très présente en France 30 ans plus tard quand Pasteur est là. Et il va falloir que Pasteur démontre, avec ses expérimentations, que sa théorie est valide. C'est-à-dire qu'en fait, il invente aussi une procédure scientifique pour démontrer sa théorie. Il ne s'agit pas simplement d'avoir une intuition. C'est ça aussi qui lie les deux, hein, qui lie Semmelweis et Pasteur. C'est que Semmelweis a une intuition, il essaye de la démontrer. Et il la démontre avec des gestes. C'est-à-dire, on enlève les gants, on lave les mains. Et là, il fait une véritable étude comparative, c'est-à-dire qu'il compare ce qui se passe dans le département de maternité où on a lavé les mains aux autres départements de maternité où on ne l'a pas fait. Et il montre que ça marche. Sophie Talmen, votre point de vue là-dessus, votre point de vue de chef de service en neurologie et puis de romancière, est-ce qu'il y a un lien aussi entre le fait d'être une femme et de soigner différemment? Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas si c'est le fait d'être une femme. Je ne pense pas. C'est vraiment très individuel. Non, ce qui est capital, c'est d'avoir de l'empathie pour les gens et de savoir la gérer. Ça, ce n'est pas toujours facile à faire et ça s'apprend petit à petit. Mais je ne pense pas que le fait d'être une femme rend plus sensible. Mon mari est médecin, il est aussi sensible que moi. Je ne pense pas. Mais effectivement, je rejoins Martin sur la rigueur scientifique actuelle. On a fait beaucoup de progrès et les études sont très critiquées par les autres médecins pour savoir si vraiment il y a une rigueur scientifique irréprochable, si les statistiques d'une étude ont été bien faites. Et c'est d'ailleurs ce qui a été reproché pour cette période de pandémie et coronavirus au professeur Raoult pour sa première étude, justement. Ça n'existait pas, effectivement, au 19e siècle, ça. Mais alors, dans votre dernier roman, Sophie Talmen, Va où le vent te berce, roman publié chez Albin Michel, vous mettez en scène une femme qui est à la fois médecin et qui va accoucher. Donc, on retrouve la question de l'accouchement et sa rencontre avec Gabriel, qui est un berceur de bébé, autrement dit, qui a un don. C'est une métaphore du fait d'avoir un don. Est-ce qu'il faut avoir également un don pour soigner, bien soigner? Effectivement, je pense que c'est très dépendant de la personnalité et de ce qui fait qu'on est nous, finalement, de notre environnement, de notre enfance, de ce qui nous a construits. Et c'est vrai que je dis souvent à mes étudiants, à mes internes, que c'est capital d'être bien dans ses baskets et bien chez soi pour être bien à l'hôpital, pour être bien avec ses patients. Si ça ne va pas à la maison, s'il y en a plein de soucis, on ne sera pas bien à l'hôpital. Et voilà, c'est ce que je leur dis, c'est vraiment de bien se blinder, d'être vraiment bien, soi, pour bien exercer la médecine. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, André Dussolier, par rapport à la personnalité de Céline, qui est une personnalité extrêmement compliquée? Et on a à la fois vraiment un homme qui transpire l'humanisme, notamment dans cette thèse qu'il écrit, et puis ensuite on sait dans quel délire antisémite il est allé. Et quelle cohérence trouve-t-on? Comment expliquer à la fois cette sensibilité et cette monstruosité? Évidemment, maintenant, on voit Céline un peu à travers toute la vie et surtout cet antisémitisme. Et donc, on ne peut pas juger l'œuvre de quelqu'un uniquement
sur l'ensemble et sur la fin de sa vie. Je pense que quand il a écrit cette thèse sur Semmelweis, il avait 30 ans, il était médecin, il voulait faire de la médecine pour les pauvres, enfin c'était son obsession, et donc c'est pour ça qu'il s'était identifié à ce médecin. Après, les gens, il a évolué, peut-être qu'il a baigné toujours dans une sorte d'antisémitisme dans sa famille, je ne sais pas, mais disons que, en tout cas, c'est pas ce qu'on peut retenir au moment où il a écrit cette thèse, quoi. C'est-à-dire que c'était pas dans ses pensées, où ça ne transpire pas à travers sa thèse. Au contraire, il a toujours été le médecin des pauvres. Médecin des pauvres. Enfin, je crois, mais Bien sûr, oui, et quelqu'un de profondément humaniste avec un véritable souci de l'autre. Est-ce qu'il y a un lien entre le fait d'être un acteur, un grand acteur comme vous, André Dussolier, et d'être un médecin, l'empathie? Est-ce que dans le discours de nos deux médecins, vous retrouvez des choses qui participent du métier d'acteur? il y a quelque chose qui est proche. Moi, je suis très, très sensible à tout ce que je viens d'entendre, parce que c'est tellement beau d'être à la fois, c'était Martin Winkler qui disait ça aussi, qu'écrire et soigner. Je sais pas, dans vos deux invités, il y a cette complémentarité, et je trouve très heureux de pouvoir faire les deux, quoi. C'est-à-dire, ça me paraît être tellement beau qu'un être humain puisse à la fois exercer, soigner les autres, et aussi amener les mots qu'il faut et raconter aussi des choses. Alors, je trouve ça très, très touchant. Enfin, ça me parle beaucoup. Ce qui est dans votre offre, Martin Winkler, c'est que le médecin que vous êtes et que vous étiez à l'époque a mis en scène des patients et se sert de l'écriture comme une forme d'exutoire à la médecine, qui reste une pratique extrêmement difficile parce que vous avez entre les mains la vie et la mort des autres. Oui, je pense que c'est, enfin, plus modestement, je ne crois pas que vraiment j'ai entre mes mains la vie et la mort. J'ai plutôt entre mes mains enfin, c'est pas entre mes mains d'ailleurs. Enfin, j'ai devant moi des partages d'expériences et de souffrances que j'essaye je fais en sorte d'amenuiser. Et ce qui me paraît important, c'est que il y a une continuité, si vous voulez, qui est celle encore une fois, du partage. Sophie Tellmen, je vous vois opiner du chef. Oui, je me retrouve beaucoup en ce que dit Martin Winkler. Et c'est vrai que moi, je dis souvent que l'hôpital, c'est comme un théâtre humain, de relations humaines. On est tout de suite dans l'intimité des familles, des gens. On croise des parcours de vie. Et puis, les émotions sont décuplées à l'hôpital. C'est plus intense. On vit, on côtoie la maladie, la mort, mais il y a aussi la naissance, il y a beaucoup de joie. Donc, voilà, tout est décuplé. Et c'est pour ça que ça nourrit aussi l'écriture. Est-ce qu'un acteur, quand il se met à la place des autres, André Dussolier, est-ce qu'il vit un peu ce que vit le médecin? Eh ben oui, c'est-à-dire qu'en fait, on est obligé de créer un personnage, mais je vais vous faire sourire parce que avant que arrive l'épidémie du coronavirus, je devais commencer un film réalisé par François Ozon et qui mettait en scène une histoire vraie tirée d'un roman, mais qui était un homme atteint par un AVC. Évidemment, je m'appuie sur des reportages, sur des vidéos, tout ce que j'ai pu voir, et du coup, évidemment, ça influe. Je construis le personnage avec ça, mais je le fais aussi avec mes sensations, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les exemples qui sont autour de nous, qui nous servent de réalité, qui peuvent nous inspirer, mais aussi ce qu'on peut y mettre de soi-même aussi en fonction de l'histoire qui est racontée. Martin Winkler, peut-être en conclusion, alors vous êtes au Canada, vous l'avez dit tout à l'heure, l'épisode de pandémie que le monde entier est en train de traverser, qu'est-ce qui vous inspire? Comment le vit-on au Canada? On le vit comme on peut, un peu comme tout le monde, mais probablement de façon plus calme et plus pondérée qu'en France, parce que, comment dire, je veux pas avoir l'air de porter de jugement, mais la société canadienne est une société beaucoup plus tolérante et beaucoup plus solidaire, et beaucoup plus posée. Les gens parlent de façon horizontale, les gouvernants parlent de façon horizontale aux citoyens, pas de façon verticale. Pour vous donner un exemple tout simple, je peux sortir pour aller faire mes courses. S'il y a un attroupement de plus de 6 personnes, bon, les policiers vont s'arrêter en disant « Monsieur, dame, il ne faut pas faire ça ». Mais je n'ai pas besoin d'un papier pour aller montrer que j'ai des courses à faire. Je suis un peu
comment dirais-je, je suis un peu triste de voir que ça peut être beaucoup plus violent en France. Mais je pense que de toute façon, la sortie de la pandémie, c'est quelque chose qui va nécessiter que tout le monde soit solidaire. Et j'espère que ça se passera de façon aussi souple et aussi, comment dirais-je, aussi paisible en France que je pense que ça va se passer au Canada. Qu'est-ce que vous en pensez, Sophie Talmen? Alors là, vous avez vos deux casquettes puisque vous êtes à l'hôpital de Lorient, un hôpital qui, bien entendu, participe de la lutte contre la Covid-19. Effectivement, nous, on le vit semaine par semaine. Il y a plein de questions qui se posent pour la suite. En tout cas, ça fait une bonne semaine que ça va mieux à l'hôpital. Les patients intubés, le nombre de patients intubés diminue, ils sortent de réanimation. Les cas, ça diminue depuis une bonne semaine. La situation s'apaise. Maintenant, moi, je fais partie d'une région qui est assez préservée par rapport à l'épidémie. La question qui se pose maintenant, c'est comment va se dérouler le déconfinement et voilà, est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague ou pas? Ça, je ne peux pas le dire. Un mot de conclusion, André Dussolier. On espère que vous allez reprendre rapidement le tournage de ce film de Ozon qu'on aimerait bien voir. Que fait un grand comédien quand il est confiné? Il s'entretient. Juste avant qu'on parle, là, je répétais encore parce que le scénario, évidemment, c'est frustrant parce qu'on a envie on était prêt de jouer, de tourner le film. Et là, on est dans des contraintes incroyables, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller tourner peut-être fin juin, quelque chose comme ça, début juillet, à condition d'être tracé, mais ça on l'accepte volontiers, et puis aussi d'être testé tous les jours, et puis aussi d'avoir une charte comme ça de confidentiel, d'isolement un petit peu. On rentrera du tournage. Donc, c'est un peu particulier. On ne sait pas très bien comment ça va se passer, quoi. Il y a une sorte de risque, mais un risque calculé. Je pense que la société française, aujourd'hui, on sent bien que le politique prend un peu le pas sur la médecine et qu'il faut quand même que la société fonctionne ou se remette à fonctionner. Et donc, il y a cette espèce de partage et on ne sait pas comment tout ça va s'équilibrer et fonctionner, quoi. Et puis, pendant le confinement, vous avez aussi enregistré ce merveilleux texte de Céline sur la vie et l'œuvre d'Ignace Philippe Semmelweis qu'on peut retrouver sur le site de France Culture. C'est un podcast disponible. Merci beaucoup, André Dussolier, d'avoir été avec nous. Merci à nos deux romanciers. Merci, Martin Winkler, pour entrer dans l'œuvre de Martin Winkler. Peut-être que la meilleure façon, c'est La maladie de Saxe, qui a été prix du livre Inter, ou bien encore Le cœur des femmes. Tout ça, c'est chez PO. Ça résonne de manière extrêmement actuelle. Et puis, votre dernier ouvrage, Sophie Talmen, Va où le vent te berce, qui est chez Albin Michel. L'importance d'avoir un don en médecine. On le retrouve donc dans cette rencontre entre Gabriel et Anna. Merci à toute l'équipe de Livrez-vous, merci à Public Sénat. On se retrouve à très bientôt. Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, vous a présenté Livrez-vous.